L'émissaire de la CEDEAO a animé une conférence de presse après un séjour de 72 heures ici à Bamako. Plus de précisions à suivre. Tuerie des 10, 11 et 12 juillet 2020, le commandant de la Forsat, Oumar Samaké, retourne en prison. Les plus hautes autorités à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme comptent organiser une nuit dédiée à la paix et à l'unité nationale. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de Joliba Evening News. Comme indiqué dans les titres, l'émissaire de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, a effectué une visite de 3 jours dans la capitale malienne, à l'issue de laquelle il a animé une conférence de presse. La lecture du communiqué au micro de Moussa Tembini. La mission a apprécié l'expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il s'agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, le choix de l'organe ou des organes devant conduire les élections. La mission a invité les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus. La mission a réitéré l'engagement de la CEDEAO à accompagner la République du Mali pour une transition réussie. La mission a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition, notamment dans le cadre de la préparation des élections. Préavis de grève. Les agents des impôts menacent de partir en grève et pour cause, une décision de la directrice régionale des impôts, Mme Koulibaly Zaliatou Diarra, de muter un agent du comité syndical du centre des impôts de la commune 4 au centre 3 du district de Bamako. Le syndicat fustige cette décision qu'il juge arbitraire. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce lundi 6 septembre, le comité syndical a décidé 2 options: organisation d'un sit-in devant la Direction générale des impôts pour protester contre cette décision ou une mise en demeure de la Direction générale. Les syndicalistes ont donné un ultimatum au directeur général Mathias Konaté afin de trouver une issue favorable à ce contentieux au risque d'observer une cessation de travail. Après ce communiqué, revenons sur la visite au Mali pour le suivi régulier de la transition du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Ainsi, au cours de la dite visite, il a rencontré la société civile, les religieux ainsi que les mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger. Plusieurs questions concernant le Mali ont été abordées au cours de ces entretiens. El Hadji Malik Guitey et Moussa Tembini. Dans le souci de mener à bien la transition malienne, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a rencontré hier les acteurs de la société civile, les religieux et les mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger. Le but de cette rencontre, prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs. Il veut écouter tous les acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est-à-dire les écouter par rapport à l'évolution de la transition. Ainsi, les acteurs conscients de l'enjeu de cette rencontre n'ont pas manqué de mettre leurs préoccupations sur la table de discussion. L'essentiel pour nous, c'est vraiment faire en sorte que le processus électoral
ne souffrira plus jamais de contestation post ou préélectorale. Et nous devrons tous y travailler là-dessus. Vraiment, nous retroucher les manches, ne pas laisser seulement à ceux qui sont aux manettes, mais que tout le monde se sente concerné. Que notre intervention, c'est bien axée sur les processus de paix. Parce que pour nous, c'est ce qui compte pour nous, car d'autres questions ont été soulevées par d'autres acteurs. Pour nous, l'accord jusqu'à présent n'a pas beaucoup avancé, surtout dans ces grands chantiers, les piliers politico-institutionnels, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Il faut obligatoirement aller aux réformes, c'est-à-dire faire une révision constitutionnelle pour insérer les dispositions qui parlent de cet aspect. Les autorités de la transition pourront-elles faire face à cette pléiade de revendications? Question difficile à répondre. C'est que les Maliens se donnent la main et arrêtent de voir les intérêts individuels, de voir l'intérêt du pays. La transition n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Elle peut tout au plus rassembler les problèmes et dire, bon, vous qui venez, voilà ce que nous avons trouvé, les causes de nos malheurs, devenez les médecins pour nous sortir de ces malheurs. Et ce sera la mission de ceux qu'on va élire prochainement. À moins de 6 mois de la fin de la transition, les sentiers restent vastes, les doutes s'installent et plusieurs interrogations se posent dans l'esprit des Maliens quant à la prolongation de cette transition. À l'issue de ces rencontres avec le médiateur de la CEDEAO, certains acteurs se sont prononcés sur l'épineuse question de la prolongation de la transition et de la justice sociale. Écoutons leur avis. Je pense que jusqu'à ce jour encore, le gouvernement en place n'a pas parlé de prolongation. Donc, le jour qu'ils nous montreront pourquoi il faut prolonger, c'est à ce moment que nous allons nous y mettre pour parler. Si nous commençons déjà à parler de prolongation ou de ne pas prolonger, c'est comme si nous les anticipons. Est-ce que l'intérêt est dans la prolongation? Si on veut faire la prolongation pour résoudre tous les problèmes, on n'y arrivera jamais. Les problèmes que l'on soulève sont les problèmes depuis l'indépendance. L'éducation, la santé, la sécurité. Mais on est dedans depuis. Aucun gouvernement ne peut dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans, il a résolu ce problème. En conséquence, on les recense et on reconfie les responsabilités à ceux qui vont pouvoir le faire. Nous avons tous besoin de justice sociale dans ce pays et nous pensons que dans les jours à venir, les choses vont se normaliser et que la justice pourra pleinement faire son travail. Parce qu'il faut quand même dire que les gens qui sont morts les 10, 11, 12, ils méritent d'avoir justice. C'est des citoyens, c'est des Maliens. Personne n'a le droit de ôter la vie à un autre citoyen. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. Ceux qui ont donné l'ordre, les politiques, il faut que ces gens soient traduits devant les tribunaux. Après ce chapitre consacré à la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, parlons de 7 autres affaires, notamment le retour en prison du commandant de la Forsat Oumar Samaké au sujet des tueries du 10, 11 et 12 juillet 2020. Après ce que certains ont nommé libération forcée du commandant Oumar Samaké vendredi dernier sous la pression de ses camarades policiers, ce dernier s'est rendu aux autorités ce lundi 6 septembre, soit environ 72 heures après sa libération. Les détails avec Aminata Chektal. Inculpé, incarcéré puis libéré, tout cela en l'espace de quelques heures ce vendredi 3 septembre, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, a été placé sous mandat de dépôt. Meurtre et coup mortel sont les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-Ibeka de juillet 2020 qui avait fait une dizaine de morts. La nouvelle de son inculpation et de son incarcération a immédiatement suscité la colère de nombreux policiers qui se sont rassemblés en armes et uniformes devant la maison centrale d'arrêt de Bamako pour exiger sa libération. Le commandant de la Forsat a finalement été relâché. S'il y a un peu plus d'un an, l'interrogation commune qui avait demeuré pendant les heures qui ont suivi les drames du 10, 11 et 12 juillet était qui a donné l'ordre à la Forsat de tirer, celle qui a suivi la libération du commandant Samaké était qui a donné l'ordre de son extraction de la maison centrale d'arrêt, et cela à peine quelques heures après son incarcération. 24 heures après, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement avait appelé au calme et invité les forces de sécurité au respect de l'état de droit. Dans la matinée de ce lundi 6 septembre,
s'est tenue une réunion d'urgence entre les syndicats de la police, le commissaire divisionnaire Oumar Samake et le ministre de la Sécurité. C'est à l'issue de cette rencontre que les syndicats de la police ont annoncé à travers un communiqué la suspension de son mot d'ordre d'appel au rassemblement prévu ce mardi 7 septembre 2021 au GMS. Selon le même communiqué, le commandant de la Forçat a exprimé sa volonté délibérée de se soumettre à la justice en respectant les termes du mandat de dépôt décerné contre lui. C'est ainsi que le commissaire divisionnaire Oumar Samake s'est rendu seul ce lundi au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, où il a été placé sous mandat de dépôt. Les plus hautes autorités à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme comptent organiser une nuit dédiée à la paix et à l'unité nationale. Elle est prévue la veille de la fête de l'indépendance du Mali, le 21 septembre prochain au Centre international de conférence de Bamako. Amadou Diallo. Avec l'organisation le 21 septembre 2021 de la grande soirée dénommée Nuit de la paix, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme veut, à travers la culture, renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble des vertus séculaires et inaliénables au peuple malien. Cette activité phare qui traduit la vision du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, de faire du Mali une nation réconciliée, paisible et tournée vers son avenir, s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le thème central de ce grand rendez-vous porte sur la paix et l'unité nationale, un thème qui a tout son sens au regard de la situation dans laquelle le Mali se trouve. La culture reste un ressort irremplaçable, nous en sommes tous convaincus, surtout en ces temps où le peuple du Mali a besoin d'un ressort pour un réarmement moral et d'une prise de conscience en vue de relever le défi de la paix. Les journalistes qui ont pris part à cette conférence de presse, certains ont dévoilé leurs préoccupations par rapport à l'occupation des 2/3 du territoire par les terroristes. Au même moment, les autorités veulent organiser un tel rendez-vous. Les conférenciers du jour reviennent sur l'importance et les objectifs spécifiques de ce grand rendez-vous culturel. Le choix de Bamako est fondé sur le fait qu'elle soit la capitale et c'est la toute première édition. Nous avons estimé que nous pourrions commencer par là. Il faut agir par l'arme de la culture. Les guerres naissent dans les esprits, mais les moyens pour vaincre la guerre se préparent dans les esprits. Et nous demeurons convaincus qu'au Mali, notre culture nous offre des possibilités incroyables. Au programme de cette première édition de la Nuit de la paix, défilé de mode, slam, solo et chant, art oratoire entre autres. Les troupes artistiques de l'ensemble des régions, Badema National, Kanaga de Mopti, Amanar de Kidal, font partie des troupes invitées de cette soirée, sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Suite au coup d'État dimanche 5 septembre dernier contre le président Alpha Condé en Guinée, les nouvelles autorités du pays ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelles peuvent être les conséquences de cette mesure sur le Mali, un pays continental qui transite ses marchandises à travers le port guinéen? Arona Salia Kone est allé savoir son reportage. Le Mali et la Guinée-Conakry partagent plus de 800 km de frontières terrestres, ce qui fait de nous les premiers voisins avec qui la Guinée a la plus longue frontière terrestre. Ainsi, la mesure de la fermeture des frontières du pays à la suite du coup d'État contre le président Alpha Condé peut constituer un coup dur pour nos deux pays. Donc les frontières ont été fermées. Donc cela n'augure pas quelque chose de très bon pour l'économie guinéenne et pour notre économie, car comme vous le savez, nous avons une frontière longue d'environ 858 km. La Guinée est entourée de 6 pays
Mais la plus longue frontière, c'est avec le Mali. Et donc nous partageons vraiment beaucoup de caractéristiques communes au niveau de ces frontières et beaucoup d'échanges informels se font au niveau de ces frontières. Pour notre analyste, la mesure n'est que sécuritaire et temporaire. Selon lui, si ça venait à durer, cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie guinéenne. La Guinée échange beaucoup avec ses pays voisins, les 6 pays dont je vous ai parlé, et y compris le Mali. Cela va quand même, je pense que ça va être de courte durée parce que ce sont des mesures sécuritaires uniquement pour quand même asseoir le pouvoir de ceux qui ont fait le coup de force en attendant, parce que l'économie guinéenne ne peut pas se permettre d'avoir ses frontières fermées avec tous ses voisins pendant très longtemps parce que, comme vous le savez, les échanges entre les pays sont très importants au niveau de la CEDEAO et dans cette zone particulièrement. Par ailleurs, la CEDEAO, qui constitue une organisation supranationale, peut prendre des sanctions comme un embargo contre le pays. Notre économiste dit garder l'espoir pour que la situation n'en arrive là. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, donc c'est eux qui vont se réunir certainement très bientôt pour décider de ce qui va être fait. Mais je pense que les contacts sont déjà en cours, les discussions sont en cours avec ceux qui sont aux commandes du pays en ce moment, avec les autorités, pour voir un peu comment la transition va se dessiner. Parce qu'il y a des annonces qui ont déjà été faites après le coup de force et on attend que tout cela soit formalisé. La CEDEAO, pour sa part, prévoit de se réunir ce mercredi 8 septembre à travers un sommet virtuel extraordinaire. La question du maintien de la Guinée au sein des institutions de l'organisation sera au menu des discussions. Et voici l'image du jour consacrée au varan ou le dragon de Komodo. Habitant l'archipel indonésien, le grand varan Varanus komodensis, dit dragon de Komodo, est le plus grand lézard du monde, mesurant 2 à 3 mètres de longueur et une masse d'environ 79 à 91 kg. Il a un régime carnivore. Il est généralement présent dans les îles de Komodo, Renka, Flores, Gili Montan et Gili Dasami en Indonésie centrale. Il se nourrit de charognes, mais aussi de multiples animaux, mammifères y compris. Il est possible que cet animal soit au contraire une forme naine du Megalania, un varan géant de 8 mètres de long ayant vécu en Australie au moins jusqu'à l'arrivée des premiers aborigènes. En raison de leur taille, ces varans, avec l'aide de bactéries symbiotiques, dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Bien que les dragons de Komodo mangent surtout des charognes, ils se nourrissent également d'animaux qu'ils chassent. Les dragons de Komodo ont été découverts par les scientifiques occidentaux en 1910. Leur grande taille et leur réputation d'animaux redoutables les ont rendus populaires dans les eaux. Dans la nature, leur aire de distribution s'est vue réduite en raison des activités humaines. Ils sont protégés par la loi indonésienne et un parc national. Le parc national de Komodo a été fondé pour favoriser leur protection. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. Cellou Dalein Diallo, leader du parti de l'opposition guinéenne, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et de la coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, exprime son soutien à la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAF dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. L'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. L'ANAC exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capable de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Des partisans de différents partis politiques prennent les rues du Maroc lors du campagne électorale à l'approche des élections législatives et locales
qui détermineront le sort du parti islamique PJD au pouvoir depuis une décennie. Même si ce dernier ne détient pas des ministères stratégiques, la pandémie nous a privés d'une large mobilisation avec nos citoyens, mais notre conviction du processus démocratique qui vit le Maroc nous a poussés à créer de nouvelles méthodes pour atteindre les citoyens, déclare un homme d'affaires de Salé. Nous voulons de la modernité, nous voulons des jeunes avec une vision claire pour leur ville d'ici l'année 2026. Nous ne voulons pas quelqu'un qui nous gérera au jour le jour. Arrêtons les aides directes aux étudiants et aux chômeurs. Nous voulons des promesses réussies qui parviendront à gérer les soucis quotidiens des citoyens. Cette campagne électorale s'organise aujourd'hui dans des conditions particulières, celles de la pandémie. La pandémie nous a privés d'une large mobilisation avec nos citoyens, mais notre conviction du processus démocratique que vit le Maroc nous a poussés à créer de nouvelles méthodes pour atteindre les citoyens. Les citoyens ont perdu tout espoir dans les élections et les partis politiques, mais nous avons réussi à les convaincre de l'importance de voter pour aider les jeunes, pour lutter contre le chômage et aussi pour aider les personnes démunies qui n'ont pas de moyens. Les gouvernements de l'opinion du Venezuela signent 2 accords partiels après 4 jours de pourparlers à Mexico sous la médiation de la Norvège entre représentants du président Nicolas et du chef de l'opposition Jean Guaido qui ont convenu de se réunir à nouveau le 24 au 27 septembre 2021. Je dois dire que même si c'était difficile, même si nous avions des idées divergentes, comme cela arrive dans toute démocratie, outre le fait que c'était une expression forte de ce que chacun de nous pensait, nous avons pu le faire dans un climat de compréhension mutuelle, nous avons pu le faire dans un climat très cordial et nous avons aussi pu travailler ensemble. Nous sommes parvenus à 2 accords. Un premier qui pour nous est très important, qui a trait au bien-être social du peuple vénézuélien. Cet accord a créé un comité national de protection sociale. Les talibans ont de nouveau promis aux Américains qu'ils laisseraient les Afghans qui les souhaitent quitter librement le pays, indique le chef de la diplomatie américaine Anthony en visite au Qatar. Les islamistes nouveaux maîtres de Kaboul ont dit aux Américains qu'ils laisseraient les personnes avec les documents de voyage partir librement, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Nous les attendons sur cette question. Nous nous sommes également adressés aux talibans à ce sujet, y compris ces dernières heures. Ils ont dit qu'ils laisseraient les personnes avec des documents de voyage partir librement. Nous les attendrons sur cette question. Sport Afrobasket masculin 2021, la Tunisie est sur le toit de l'Afrique. L'équipe de la Tunisie a conservé son titre de championne d'Afrique masculine de basketball dimanche à Kigali. Les Tunisiens ont battu la Côte d'Ivoire 78-75 en finale de l'Afrobasket 2021. Un peu plus tôt, le Sénégal a pris la 3e place du tournoi face au Cap-Vert 86-73. Amadou Tolo revient sur cette finale. Les Tunisiens restent les maîtres du basketball africain. Ils ont remporté le championnat continental des nations Afrobasket 2021 en finale. Les Tunisiens se sont imposés face à la Côte d'Ivoire, mais dominés collectivement. L'illustration, c'est la facilité avec laquelle la Tunisie marque des points durant ce match, alors que la Côte d'Ivoire doit se forcer un chemin à chaque panier inscrit ou presque 25-18 à la fin du premier quart-temps. Même la sortie du pivot tunisien Salah Mejri pour 3 fautes durant le deuxième quart-temps ne permet pas aux Ivoiriens de revenir dans le coup. Sans un panier à 3 points mis juste avant la pause par le meneur de jeu Souleymane Diabaté, 47-34. La deuxième période aurait même pu prendre une autre tournure. Durant le troisième quart-temps, les éléphants se déchaînent. Ils passent ainsi 1-10-2 aux Aigles de Carthage.
Dans la foulée, les pivots Salah Mejri quittent encore temporairement le terrain, visiblement touché à la cheville droite, mais de trop nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Roll très adroit, 4 sur 7 à 3 points, permettent à la Tunisie de conserver une marge de sécurité, 65-69. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs grâce à un exceptionnel panier à 3 points avec un lancer franc en plus de Diabaté. Mais la sélection ivoirienne doit se contenter de la médaille d'argent. Comme en 2009, la génération Mejri Ben Roman remporte le 3e Afro-Basket masculin de l'histoire de la Tunisie après ceux de 2011 et 2017. Le Sénégal avait décroché auparavant la 3e place en battant les Cap-Verdiens 83-73 grâce notamment aux 30 points, 12 rebonds et 5 passes décisives du pivot gorgidien. L'afro-basket masculin a donné son épilogue, place aux autres compétitions. Page noire, avant de fermer ce journal, Djoliba est en deuil. C'est avec beaucoup de regrets que nous vous informons du décès du père de notre collègue, Mohamed Attaher Halidou, directeur d'information de Djoliba. En cette circonstance douloureuse, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous appartenons tous à Dieu et à lui nous retournons tous. Que Dieu accorde sa miséricorde à l'âme du défunt ainsi qu'à nous tous. Amen. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Djoliba Evening News.